Salut à tous. On est super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Conf Kids. Pour ceux qui connaissent pas les Conf Kids, eh bien, ce sont des conférences pour les enfants et les adolescents à partir de 8 ans avec des personnes qui changent le monde et elles nous sont offertes par One Neo. Merci à vous de nous donner l'occasion de nous rencontrer tous ensemble autour de personnes formidables. Comme vous le savez sans doute, l'année prochaine se dérouleront les Jeux Olympiques en France et c'est un immense événement, puisque la dernière fois qu'on les a accueillis, c'était en 1924, donc ça date. Mais l'histoire des JO, en fait, des Jeux, elle est très ancienne. Et à l'époque, il n'y avait que les hommes grecs qui pouvaient y participer. Les femmes, elles n'avaient même pas le droit d'assister, même en tant que spectatrices. Il a fallu un très très long chemin pour que ces Jeux célèbrent plein d'athlètes de catégories différentes. Les femmes athlètes, les athlètes de toute nationalité ou encore des athlètes en situation de handicap. Alors on s'est dit que pour découvrir cet univers, on allait chercher une personne qui était super emblématique, c'est-à-dire symbolique, c'est-à-dire qu'elle représente l'idée du chemin qu'on a parcouru depuis 3000 ans, le paralympisme, la condition des femmes et le dépassement de soi. On reçoit Ludivine Munoz. Salut Ludivine, bienvenue. Bonjour à tous, je suis super heureuse d'être avec vous tous. Vraiment impressionnant le nombre de classes et d'enfants qu'il y a autour de nous. Bonjour. Ouais, on est pas mal, Ludivine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc bonjour les enfants, moi je suis Ludivine Munoz. Alors moi je suis une ancienne athlète paralympique. J'ai participé à 3 Jeux paralympiques où j'ai remporté 12 médailles, dont 3 médailles d'or. Une pour les Jeux paralympiques d'Atlanta en 1996, une pour les Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et une pour les Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Et aujourd'hui, je travaille au comité d'organisation qui organise les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Bon, donc on va pouvoir attraper plein d'informations auprès de toi, ça c'est super. Moi, j'ai quand même quelques questions à poser aux enfants avant de commencer parce que, en fait, moi, avant de te rencontrer, Ludivine, et avant que One Neo nous propose cette Conf Kids, en fait, je connaissais les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais je ne suivais pas et je connaissais pas les athlètes et c'est grâce à toi que j'ai découvert. Donc, j'ai une première question à poser aux classes et je vais vous demander, alors, soit de répondre dans le chat, soit de répondre en levant physiquement la main et on va tout de suite prendre de bonnes habitudes. Si vous avez un enfant qui est porteur de handicap dans la classe et qui ne peut pas lever la main et qui a une réponse, on demande à un élève de se placer derrière lui ou elle et de lever la main pour lui ou elle. Alors, première question, qui d'entre vous a dans son entourage une ou des personnes qui sont porteuses de handicap? Alors, est-ce que ça lève la main? On regarde les caméras. Ça lève pas trop la main. Ah si, je vois dans la classe du CE2 Chalet-les-Marais, il y en a. Dans la classe CM1, CM2, Clément a quelque chose que je ne vois pas le nom, lève la main. La classe 2 aussi lève la main. Ok, ça marche. Ok, merci. Je vois aussi que dans la discussion, ça répond oui aussi. 8 élèves dans notre classe, 4 élèves. Bon, ok, ça marche. Donc déjà, vous avez un premier contact avec des personnes qui ont des besoins spécifiques et c'est des choses que vous connaissez au quotidien. C'est très bien. Deuxième chose. Qui d'entre vous suit les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais du coup pour la partie paralympique? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui suivent les Jeux? Parce qu'on va vous poser plein de questions, donc comme ça, on voit quel genre de questions on peut vous poser. Ok, ça lève la main. Bon, très bien. Ok, il y en a 9, 10, 13, 15. Bon, ok, vous êtes nombreux, c'est génial, merci beaucoup. On vous laisse vous-même baisser la main pour votre classe. Ensuite, pour être sûr qu'on va tous bien se comprendre, Ludivine, je te propose qu'on fasse un premier point vocabulaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Allez, on fait ça. Comme ça, on est sûr de tous parler la même langue. Alors, pour ça, hop, je vous repartage à nouveau mon écran. Tac. Très bien. On va vous demander, les enseignants et les enseignantes, d'écrire dans le chat à la volée ce que vous répondent les enfants. Et ceux qui veulent lever la main et prendre la parole, on va vous donner la parole un peu plus tard, mais là, il s'agit de répondre dans le chat. Première question. On ne dit pas sport pour handicapés, mais on dit quoi? Allez, à votre chat. On vous lit. On ne dit pas sport pour handicapés. On dit handisport, parasport, handisport, paralympique, paralympisme, sport paralympique. Oh là là, ça défile. Il y a quelqu'un qui nous a écrit parosport, c'est joli aussi. Ok, handisport, sport paralympique, handisport, etc. Vous êtes trop fort. Mais on ne dit pas que ça. Eh oui, Ludivine
on a 3 mots pour parler des sports paralympiques. Est-ce que tu peux nous commenter pourquoi on dit ou handisport ou sport adapté ou parasport? Allez, j'y vais. Donc, on va dire plus globalement, souvent parasport. Ça veut dire para que tu fais à côté de. Donc, tu fais du sport en parallèle du sport pour les personnes qui n'ont pas handicap. Donc, globalement, quand on veut parler du sport sans se tromper, on dit parasport. Mais parasport, c'est pas que le sport des Jeux. Effectivement, on dit sport paralympique quand je suis au programme des Jeux paralympiques. Et quand on dit handisport ou sport adapté, on parle d'une fédération qui accompagne certains enfants en situation de handicap ou adultes à pratiquer certaines disciplines. Des fois, les enfants vous dites « j'appartiens à la FFF, Fédération française de foot » ou à la FFT, Fédération française de tennis. Et bien là, la Fédération Handisport est une fédération qui accompagne, moi je suis licenciée à la Fédération Handisport pour nager. Et sport adapté, et ben, je suis licenciée à la Fédération de sport adapté pour des personnes qui ont un handicap mental ou psychique. Les personnes qui ont tous leurs membres, mais qui finalement, dans leur quotidien, ont besoin d'être accompagnées parce que leur compréhension, elle n'est pas parfaite. Super, merci. Deuxième question. On ne dit pas athlète handicapé, mais on dit, allez, on vous lit dans le chat, qu'est-ce qu'on peut dire qui serait bien plus joli et bien plus juste que athlète handicapé? On va dire que Alors, on dit athlète en situation de handicap. On dit athlète, para-athlète. On dit athlète tout court. J'aime bien ça. J'aime bien, mais il y a une petite limite. C'est bien aussi de marquer les particularités parce que ça permet plein de créativité. Handi-athlète, on dit handicathlète. La personne qui a écrit handicathlète, j'adore, je valide à fond. Para-athlète, handi-athlète. Ok, super, vous êtes très fort. Effectivement, on dit para-athlète. Alors, Ludivine, est-ce que tu veux commenter les raisons pour lesquelles on dit ce mot et pourquoi aussi c'est peut-être important de distinguer par athlète et para-athlète? C'est important de le distinguer, mais vous ne faites pas d'erreur quand vous dites athlète. Ah, attends, Ludivine, pardon, je t'ai coupé le son en voulant couper le son d'une classe. Pardon, ça y est, c'est mieux. Excusez-moi, je recommence. Non, attends, excuse-moi. Décidément, non, c'est moi, c'est techniquement, je touche plus à rien. Vas-y, ouvre ton micro et je touche plus à rien. Je vais laisser faire. Recommence. Allez, donc vous n'avez pas faux quand vous dites athlète. On ne sait pas une erreur de dire athlète, mais si on a envie, et c'est important parce que moi, par exemple, je n'ai pas de bras droit et de jambe droite, je suis née comme ça, et ben, je vais nager beaucoup moins vite qu'une athlète que Laure Manodou, on va se le dire. Je vais nager beaucoup moins vite que Charlotte. Du coup, l'idée, c'est quand on dit para-athlète, c'est de remettre comme ça le fait qu'on a une particularité qui est notre handicap et aussi potentiellement, on va utiliser un matériel. Comme en athlétisme, tu vas retrouver en para-athlétisme des gens qui courent avec un fauteuil d'athlétisme. Et du coup, comme ça, quand on dit para-athlète, on se pose la question en disant est-ce qu'il y a besoin de prévoir le fauteuil ou un guide pour les personnes qui ne voient pas? Elle court avec un guide. Et donc, forcément, quand on est para-athlète, on va penser qu'on va pouvoir venir avec son guide. Ok, très bien. Mais alors, ça va même plus loin, puisqu'on dit para-athlète en général, mais quand il participe aux Jeux olympiques et paralympiques, on dit paralympien. Et paralympien, c'est réservé aux gens qui participent aux Jeux paralympiques. Moi, je suis une ancienne paralympienne. D'accord, très bien. Et du coup, forcément, on a décliné les noms des parasports. Donc, par exemple, l'équitation, à la volée dans le chat, dites-nous, l'équitation va devenir quoi? Allez-y les classes, soyez inventifs. Je pense que sincèrement. Alors, oh là, dressage, para-équitation, para-cavalier, para-équitation. C'est joli, para-cavalier. Paratation. Ah, moi, je veux bien. Paratation aussi, c'est joli. Ok, para-cheval, par-cheval, handi-équitation, para-équitation, équipara. Oh, c'est joli, équipara aussi, dis donc. Bon, je pense qu'on a un vivier pour imaginer plein de très jolis mots. On va soumettre ça aux différentes fédérations. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Non, voilà, grosso modo, para-équitation. Vous avez raison, on va appeler ça la para-équitation. La semaine dernière, mais ce matin, nous, on a reçu. Mais, alors, para-équitation, effectivement, on a adapté le mot, mais il y a aussi d'autres adaptations. Par exemple, le basket, attention, il y a un petit piège. À votre avis, le basket deviendra quoi? On vous laisse répondre dans le chat. Le parasket, parabasket, on dit basket.
Et non, ah si, ça y est, quelqu'un l'a dit. Très bien. Effectivement. Alors, il y avait il y avait une subtilité. Ça devient du basket fauteuil. Est-ce que tu peux nous dire, Ludivine, pourquoi c'est du basket fauteuil? Effectivement, quand on a précisé il y a certaines disciplines où c'est exclusivement des gens qui utilisent des fauteuils roulants ou qui ne les utilisent pas forcément tous les jours au quotidien. S'il me manque une jambe, je peux utiliser pour m'entraîner et pour jouer au basket fauteuil, un fauteuil. Donc, dès qu'il y a le mot fauteuil dans la discipline, parce que c'est une discipline qui est réservée aux gens qui utilisent un fauteuil roulant, on va appeler ça basket fauteuil. Et on peut le décliner également. Allez, vas-y, je ne sais pas si tu les as derrière, Déborah. Je les ai pas tout de suite. Attends, redis-moi de quel slide tu as besoin? Non, non, mais je vais continuer si je peux. Si je Vas-y. sur les prochaines questions, on va parler de fauteuil, escrime fauteuil. Alors attends, il faut que j'aille tout en bas de la presse parce que c'était pas là. Hop. Hop, 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 hop. Alors, Ludivine, tu peux rallumer ton micro, excuse-moi, j'ai fait une fausse minute. Donc, dès qu'on a un fauteuil, on va parler de basket fauteuil, de rugby fauteuil et d'escrime fauteuil. Donc, basket fauteuil, voilà, on vous donne quelques images. Hop. Je crois que je dois avoir là-dessous aussi escrime fauteuil. Escrime fauteuil, c'est particulier parce qu'en fait, tu peux nous expliquer cette photo, ce qu'il y a, le rail au sol, etc. Comment ça se pratique l'escrime fauteuil? Donc, pour être sûr que ce soit un sport en toute équité, c'est-à-dire en les mêmes règles et le même combat à chaque fois, on a fixé les fauteuils sur un handi fixe qui détermine une distance qui est toujours la même entre les deux fauteuils. C'est pour ça que le rail qui est en bas, le fauteuil il est personnel à l'athlète. Le para-athlète, il a son propre fauteuil et on vient accrocher son fauteuil sur ce handi fixe. Et ça garantit du coup une distance équivalente sur tous les combats. Sinon, c'est pas équitable qu'un jour on soit plus près, moins près. Et ça permet, donc il faut absolument rester assis sur le fauteuil. Il y a certaines personnes on voit l'athlète à gauche qui s'est sanglé, qui a attaché une sangle pour ne pas tomber. Et il a aussi le droit d'accrocher sa main, du coup là c'est la main droite, à une barre pour se tenir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'abdominaux et potentiellement s'ils se penchent trop, ils pourraient tomber et ne pas réussir à se redresser. Donc ils sont attachés et ils peuvent se tenir à la barre du fauteuil. Super, merci pour ces précisions. De toute façon, on va en reparler tout au long de cette conf kids. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, Ludivine, c'est ça, c'est qu'avant tout, c'est des personnes. Oui, on parle tout le temps de personnes. On dit jamais un handicapé, un aveugle, un nain. On dit personne devant parce qu'on est une personne avant tout. Moi, mon accessoire, c'est que je suis handicapée, ok, mais pour le coup, je suis d'abord une personne. Donc, on dit une personne en situation de handicap, une personne de petite taille, une personne en fauteuil roulant. On évite chaise. C'est pas beau, chaise roulante, on dirait ça. Voilà. On n'hésite pas du coup à mettre d'abord le mot personne et après on peut parler du handicap, il n'y a pas de souci. Super. On garde ça en tête. Vous verrez dans la bibliothèque One et Neo, on vous mettra plein de fiches qui viennent en fait du comité Paris 2024 qui nous a fait la gentillesse, Ludivine nous a fait la gentillesse de nous les réunir, mais elles sont disponibles en fait sur Internet où vous allez pouvoir retrouver tout le vocabulaire à privilégier, c'est-à-dire le vocabulaire qu'on préfère utiliser, et puis le vocabulaire à éviter. Puis vous allez voir qu'on va One et Neo vous mettront plein d'informations avec des fiches parasport, etc. On en parle tout à l'heure. Alors justement, on a Gaël Dauphin qui nous dit bonjour, dans quel club avez-vous commencé? Alors Gaël, c'est la bonne question, ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie de notre discussion, mais on va pas commencer par ça. Peut-être pas par le club, mais plutôt, c'est quoi ton histoire avec la natation, Ludivine? Alors moi, mon histoire avec la natation, elle a commencé déjà à l'école. C'est-à-dire que comme tous les enfants, entre le CP, CE1 et CE2, il y a le programme de natation qui arrive à l'école. Et ma maman, elle voulait surtout pas que je sois exclue de cette partie-là parce que j'aime bien l'eau. Et donc, elle m'accompagnait avec la classe pour garantir que personne ne stresse à l'idée de me mettre dans la piscine. Et c'est là qu'on a vraiment découvert que j'adorais l'eau. J'adorais la natation. Et donc, on a pris des cours particuliers pour m'aider à bien me sentir dans l'eau et à prendre quelques cours pour, comme tout le monde, savoir un peu nager. Et arrivé en 6e, on m'a proposé de ne plus aller au sport. On m'a dispensé de sport à l'école parce que je courais pas vite, j'avais des difficultés pour courir longtemps. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est quand même pas normal, je suis pleine d'énergie, j'adore faire plein de choses, on va pas me laisser sur un banc tous les jours et plus faire de sport. Et donc, j'ai rencontré un club handisport
qui a fait une journée de découverte dans une piscine. Je suis allée avec mes parents, je suis allée voir. Et là, assez vite, l'entraîneur, il m'a dit, écoute, tu as de très belles qualités dans l'eau, on devrait pouvoir faire quelque chose avec toi. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appris correctement à m'entraîner, correctement à nager le crawl, le papillon, le dos, la brasse. Et ils m'ont emmené à mes premières compétitions départementales, premier championnat de France avec la première médaille d'or, premier championnat d'Europe et après c'était parti jusqu'aux Jeux paralympiques. Ah, c'est magnifique. Alors, franchement, les enfants, je vois vos questions, vous êtes parfaits. C'est-à-dire que le déroulé de vos questions est exactement le déroulé qu'on avait prévu. Pourquoi tu t'es accroché à la natation? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais dans l'eau? Parce que je sais qu'on en a parlé et que ça aussi, c'est une jolie histoire. Alors déjà, le premier sentiment dans l'eau, c'est cette apesanteur. C'est-à-dire que quand on est en situation de handicap, moi j'ai une prothèse à la jambe. Toute mon enfance, j'ai aussi eu une prothèse au bras pour être sûre d'avoir un dos droit, pas avoir mal au dos. Et donc, je vivais quand même assez contrainte. Comme vous pourriez être coincé dans un jean. Imaginez votre maman pour le baptême ou la communion de la nièce, de la cousine, vous met un jean super serré, une veste super serrée, une chemise super serrée. Et moi, je vivais comme ça, tout le temps au quotidien avec mes prothèses. Et forcément, dans l'eau, j'ai vraiment trouvé autre chose, une aisance, une capacité à être moi, sans prothèse, un peu vous, comme vous êtes tranquillement en pyjama. Voilà, c'était ce bonheur-là que j'appréciais dans l'eau. Et puis, j'ai eu une chance aussi grande, c'est que quand je suis arrivée à mes premiers championnats de France, on était en septembre 92, et là, tout le monde rentrait de Barcelone. Et alors, les athlètes paralympiques ont parlé de Barcelone comme l'événement le plus magique de toute leur vie, les Jeux paralympiques de Barcelone. Et donc, c'est là que ça a commencé à me faire rêver, en me disant, mais si je m'entraîne plus, eh ben, je vais pouvoir peut-être gagner une médaille et ainsi de suite. Et je vais peut-être pouvoir vivre moi aussi cet événement assez grandiose que sont les Jeux, parce qu'il n'y a aucune comparaison avec d'autres compétitions. Les Jeux, c'est assez extraordinaire. Ok. Est-ce que, alors attends, je reprends les questions dans l'ordre. Alors déjà, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez passer au micro et poser vos questions directement à Ludivine. Vous êtes encore une fois, vous êtes les bienvenus et là, les micros sont ouverts. Alors, écoutez, je vais suivre vos questions, ça va être plus simple. Est-ce que tu dois t'entraîner plus dur que quelqu'un qui a tous ses membres? Et c'est l'école du centre qui nous pose la question. Alors non, au contraire, je vais vous expliquer. Moi, quand j'étais vraiment, donc là, je m'entraîne plus, enfin, je nage pour le plaisir, mais je ne suis pas je suis plus compétitrice. Mais quand j'étais au plus haut de ma carrière, je nageais 2 fois par jour. Je nageais 2 heures le matin et 2 heures le soir. J'avais un repos le mercredi après-midi et je nageais pas le dimanche. Donc, grosso modo, je nageais 11 fois par semaine et je faisais jusqu'à 33 km dans l'eau par semaine. Et il faut qu'on nage un tout petit peu moins que quelqu'un qui n'a pas de handicap, parce qu'en fait, dans mon quotidien, il y a beaucoup de gestes qui sont une activité physique. Je suis très costaud, même aujourd'hui, je suis très musclée, parce que tout faire à un bras fait que même porter mes enfants, porter un sac de course, quand vous portez 9 kilos de sac de course avec 2 bras, vous répartissez sur les 2 bras. Moi, je fais tout avec un bras. Donc, je suis beaucoup plus musclée, beaucoup plus costaud, et ça me fatigue plus puisque je fais tout avec un bras. Si je marche 1 kilomètre, c'est comme si quelqu'un qui a 2 jambes en marchait 2. Donc, il faut que je prenne en compte dans ma récupération et dans mon repos le fait que tous les gestes du quotidien, ça peut me fatiguer. Donc, forcément, je vais plutôt nager un petit peu moins que Florent ou Laure Manodou. Et puis, je vais aussi passer pas mal de temps à m'étirer, à aller chez le kiné pour me faire masser. Et puis, on fait aussi un petit peu de musculation. Mais comme j'ai une très grosse cuisse et un bras très musclé, je faisais surtout des abdominaux. Voilà, au quotidien. On nous demande du coup, en quelle année tu as commencé la natation? Je crois qu'on veut une date. Alors, la date, c'est vraiment en septembre 92 où j'ai commencé les compétitions de paranatation. Moi, j'ai vraiment appris à nager l'année 91 et puis j'ai nagé en haut niveau jusqu'en septembre 2004. Donc, tu vois, à peu près 12 ans. D'accord. Est-ce que déjà les classes, est-ce que vous voulez lever la main et poser une question directement à Ludivine sans passer par le chat, même si on va aussi récupérer les questions du chat, ou même lui partager une réflexion, une remarque ou réagir aux choses qu'elle vous a dites? Est-ce qu'il y a des classes qui ont envie de… alors ceux qui ont dit je sais pas comment on lève la main, venez directement au micro. On vous écoute. Qui parle? C'est Gaël Dauphin dans cette CE2 Chaillet-les-Marais, c'est ça? Oui, bonjour. Salut. Vous avez, pourquoi je vous vois pas? Vous avez une caméra ou pas? Petite question. Oui. J'ai une élève qui est juste là à l'écran, par ici, qui va pouvoir… Vas-y Salomé, approche-toi. Qui voulait poser une question. Yes. Ah, ça y est, je te vois. Salut, Magdalene, voilà. comment tu t'appelles? Salomé. Ça roule. On t'écoute. Qu'est-ce que tu fais maintenant comme métier?
Ils sont parfaits, ces enfants. Qu'est-ce que tu fais, Ludivine, comme métier? Merci Salomé Salomé. pour cette question. Alors du coup, d'abord, là c'est un tout nouveau métier que je fais en ce moment. Je vous en parle. Mais juste avant, je vous dis ce que j'ai fait avant. Donc, quand j'ai arrêté de nager, moi j'ai travaillé chez EDF pendant 15 ans. EDF, c'est ceux qui font l'électricité en France. Et moi, j'étais manager. Voilà, je m'occupais d'accompagner les équipes pendant 15 ans dans les différents métiers qu'ils faisaient. Et puis, sont arrivés les Jeux de Paris 2024. Je me suis dit quand même, moi, je suis une passionnée des Jeux paralympiques. Alors, je vais le dire à vous, c'est un secret. Je n'ai jamais fait les Jeux olympiques, jamais vu les Jeux encore. Et donc, je suis une passionnée des Jeux paralympiques. J'y suis allée à tous depuis que j'ai arrêté de nager. Je les ai tous faits. Je suis allée en 2008 à Pékin. Je suis allée à Tokyo en 2021. Je les ai tous faits tellement je suis fan. Et je me suis dit que c'était très, très dommage de ne pas participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc, ça fait maintenant 3 ans. Ça fera 3 ans le 27 avril que je travaille au comité qui organise les Jeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce comité qui organise les Jeux? Eh bien, il faut faire plein de choses pour organiser la compétition. D'abord, il faut construire un village pour que les athlètes puissent dormir et manger. Donc, il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur le village des athlètes. Il y a une équipe qui va travailler sur préparer la médaille. Il y a une médaille olympique et une médaille paralympique. Comment elle va être jolie, quel va être le dessin dessus, quel va être le braille derrière. Il y en a qui travaillent sur la mascotte olympique et la mascotte paralympique. Voilà. Donc, il y a chacun a une chose à faire. Et moi, je les accompagne, toutes ces équipes, à dire pourquoi les Jeux paralympiques ils sont différents et en quoi ils sont différents. Par exemple, à la natation, quand on fait un 50 mètres, c'est-à-dire que tu plonges d'un côté du bassin et tu ressors de l'autre, quand l'athlète ressort, si personne n'a pensé à ramener toutes les prothèses, les fauteuils et les cannes des personnes qui nagent, les personnes ne peuvent pas sortir. Donc, il fallait y penser. Donc, moi, je travaille auprès de toutes les équipes pour dire, attention, il faut penser à ramener le matériel de l'athlète de l'autre côté. Attention, il y a des personnes aveugles qui vont venir avec un chien guide d'aveugle. Il faut prévoir de l'eau pour le chien et une zone où il puisse faire pipi. Voilà, donc, avec ces choses-là, moi, j'aide tout le monde à comprendre ce qu'il faut bien prévoir pour les Jeux paralympiques. Merci Ludivine. On donne la parole. Avec plaisir, c'est passionnant. On donne la parole au CM2 École Prévert. CM2B École Prévert, ça y est, super. Salut. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Léa, Salut Léa, on t'écoute. est-ce que comment elle avait pas le stress quand elle faisait les compétitions? Comment tu avais pas... Elle est juste devant, tu peux lui parler directement, il n'y a pas de souci. Ouais, moi aussi, j'étais un peu intimidée au début. Et en fait, elle est super cool. Comment tu étais, du coup, quand tu avais le trac, tu avais peur? Comment tu t'es préparée? Alors, la première compétition, la vraie grande compétition, c'était pour moi les Jeux paralympiques à Atlanta en 96. La première course, j'étais tellement stressée parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on avait autant de public au bord de la piscine parce qu'au jeu, il y a plein de public alors qu'il n'y en a pas forcément en compétition internationale, championnat du monde, championnat d'Europe, que quand je suis rentrée dans l'eau, je me rappellerai toute ma vie. Je faisais un 200 mètres 4 nages. Je rentre dans l'eau, je fais mon premier 50 mètres papillon et là, je fais une crampe à mon muscle qui ne serre jamais dans l'eau. C'est-à-dire, j'ai un petit bras tout petit et là, je fais une énorme crampe à ce bras-là qui ne serre presque pas dans l'eau. Et là, je me dis, mon Dieu, je suis beaucoup trop stressée. Ça m'a généré une crampe qui va me gêner toute la course. Donc, j'ai fait ma série, c'était pas grave, c'était pas la finale. Et c'est là que tu comprends vraiment qu'il faut se préparer dans sa tête. Et le plus dur, c'est de dormir la nuit. Alors moi, je vais vous dire exactement comment je me préparais. À chaque fois que j'étais trop stressée et que mon cœur, il montait trop vite et qu'il battait trop vite, je prenais je relativisais. Je me disais, mais c'est pas grave, personne ne sait que je fais une compétition aujourd'hui. Du coup, si je la rate, ça n'a pas d'importance. Demain, je retourne à l'école avec tout le monde dans ma classe. Personne ne connaît les Jeux paralympiques, donc il ne faut pas que je stresse. Personne ne saura que tant pis, je me suis trompée, je n'ai pas rapporté la médaille, j'étais dernière. En fait, je faisais les médailles. Mais voilà, c'était ma façon à moi de me déstresser. C'était de penser à mon quotidien à l'école, avec mes copines, mes amis, de me dire, du coup, c'est pas grave, j'ai aussi une autre vie qui est l'école. Et le plus dur, c'est de dormir la nuit. Comment s'endormir le soir? Moi, je l'ai vu avec mes enfants cette semaine. Ils partaient en classe verte lundi matin à 5 heures. Mon grand, il avait peur de rater son train, d'être en retard et il n'arrivait pas à dormir. Je lui dis, c'est normal. Alors, il faut que tu te racontes une histoire. Donc, moi, je lisais des livres.
j'aimais beaucoup Malocène, la famille Malocène de Daniel Pennac. J'ai lu 7 livres pendant les Jeux d'Athènes. Et du coup, le soir, je m'endormais en lisant un livre et je me racontais l'histoire qui continuait derrière dans ma tête. Et du coup, ça me permettait de m'endormir dans un autre monde, dans le monde merveilleux de mon livre. Et j'oubliais que j'étais au jeu. J'oubliais que demain, j'avais la compétition la plus importante, la course la plus importante de ma vie. Et comme ça me permettait de m'endormir tranquillement parce qu'il faut dormir pour faire des bons résultats sportifs. Merci Ludivine et merci Léa pour la question. On a plein de questions. Il va falloir qu'on fasse des réponses plus courtes, Ludivine, même si ça me fend le cœur de te demander ça. Okay. CM2, la base, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Méliana. On t'écoute. Est-ce que c'était difficile au début que vous avez fait la piscine? Alors pour moi, j'ai jamais eu le sentiment que c'était difficile parce que toi, tu es bien dans l'eau si tu aimes la natation. Et moi, comme je n'ai pas de prothèse et que je suis née comme ça, c'était pas difficile. Donc j'étais très bien dans l'eau. Ce qui est dur, c'est l'entraînement. Par contre, l'entraînement de haut niveau, c'est comme tout le monde. Ça fait mal au ventre, ça fait mal aux muscles. Ça, c'était dur, mais comme tout entraînement sportif de très haut niveau. On donne la parole à Estelle CP2 Prévert. Non? Petite galère de micro peut-être. Alors en attendant, on donne la parole au CM1 Henri Matisse, Sante. Je vois que tu es déjà devant la caméra, tu es dans les starting blocks justement. Salut, comment tu t'appelles? Maëline. Salut Maëline, on t'écoute. Est-ce qu'au début, ça a été compliqué, les choses, même pour les Jeux paralympiques? Quelle chose exactement? Qu'est-ce qui te précise un peu? L'handicap, être handicapé pour commencer les Jeux paralympiques. Alors non, merci ma grande pour cette question. Alors non, du coup, les Jeux paralympiques, c'est fait pour les personnes handicapées. Donc au contraire, c'est le moment le plus sympa, la compétition où tout est prévu. Donc c'est pas du tout difficile de faire les Jeux paralympiques avec un handicap. Ce qui est plus difficile, c'est les gestes du quotidien qui sont, tu vois, faire un gratin, éplucher une pomme de terre, on va se le dire toutes les deux, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est plutôt des gestes comme ça que je ne fais pas. Du coup, c'est mon mari qui les fait ou j'achète des fruits épluchés. Et pareil, je repasse pas les chemises. Et moi, quand même, Ludivine, pour compléter la question, c'est Maëline, j'espère que j'écorche pas ton nom. Moi, tu m'as raconté quand même que quand tu préparais les Jeux, au début, ton entraîneur, il n'était pas du tout spécialisé dans la préparation des personnes porteuses de handicap. Et que ça a été une réelle difficulté. Vous avez dû apprendre en marchant, quoi, littéralement. Oui, quand j'étais sur Oyonnax et qu'on avait déménagé avec mes parents, j'étais dans un club… pardon, je te coupe parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut qu'on parle plus doucement parce qu'on a des enfants qui sont allophones. Désolée, je vais ralentir le rythme. Et moi aussi. Donc, quand j'ai changé, mes parents ont déménagé, on est parti dans l'Ain. Et quand on est parti dans l'Ain, il n'y avait pas de club handisport de la fédération handisport à côté de chez moi. Donc, je me suis entraînée avec des personnes qui n'avaient pas de handicap en club valide. Et là, effectivement, j'ai rencontré un entraîneur qui n'avait pas cette notion d'handicap. Donc, on a essayé d'avancer ensemble. Et puis, on a fait quelques erreurs parce que lui, il voulait forcément que je sois dans l'eau droite, et en fait, moi, je suis un peu tordue. Et voilà, on a perdu quelques années sur certains moments de meilleure performance. Pourtant, j'ai fait une médaille d'or à Sydney et 3 d'argent, mais j'aurais pu faire mieux, je pense, aujourd'hui. Donc, il y a des fois, c'est pas simple de faire comprendre, même pour moi, parce que moi non plus, je connais pas la technique de la natation par cœur comme des grands entraîneurs. Des fois, c'est un peu compliqué de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus efficace dans l'eau. Voilà, qu'est-ce qui est le plus performant? Aujourd'hui, je peux dire que le plus performant dans mon quotidien, je peux dire ce que c'est. Mais par contre, dans l'eau, je n'étais pas une spécialiste de l'entraînement, donc des fois, on a fait des erreurs. Voilà, c'est un peu compliqué. Merci. Le CE2 Paul Langevin, on vous donne la parole. Désolée pour tous les enfants qui restent debout devant la caméra à attendre, ne vous inquiétez pas, on vous voit tous, hein, et on va vous donner la parole au maximum. CE2 Paul Langevin, allez. Ça y est, il faut que tu te rapproches encore un petit peu. Ah non, c'est l'enseignante, pardon. Bon, alors en attendant, je vois que Joël, ça a levé la main. Joël, allez-y. Comment vous nagez avec vos prothèses? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. On vous entend. Comment tu t'appelles? Alors vas-y. Stéphane. Salut Stéphane. Alors Ludivine, comment tu nages avec tes prothèses? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors bonjour Stéphane. Alors non, je ne nage pas avec des prothèses. Quand je suis dans l'eau, j'ai 0 prothèse. C'est vraiment la particularité de la paranatation, c'est qu'on l'exerce sans prothèse.
Donc, moi, j'ai une jambe et un bras. Et ben, je nage, je veux dire, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que je passe le bras en crawl et je le passe plus au milieu. Et puis pareil en brasse, et ben, au lieu d'être, mon bras n'est pas complètement sur le côté, il est plus au milieu pour trouver l'équilibre. Et puis ma jambe unique derrière, elle a tendance à faire un mouvement à gauche, un mouvement à droite, un mouvement à gauche, un mouvement à droite, et c'est venu naturellement. Et la particularité, et j'arrêterai là parce qu'on va me dire, Déborah va me dire, je suis encore trop longue, en dos. À chaque fois que je nage en dos, comme j'ai qu'une jambe qui fait le battement, et ben moi, il y a à chaque fois une vague qui passe sur ma tête quand mon bras il est en l'air. Ce que n'ont pas les athlètes olympiques qui, eux, quand ils passent les deux bras, il y a un bras sous l'eau qui les garde leur tête à l'extérieur de l'eau. Et ben moi, non. À chaque fois que mon bras est en l'air, le bras gauche, pour que je ramène le bras, et ben j'ai une petite vague qui passe. Voilà, donc je sais qu'à ce moment-là, je ne respire pas. C'est bon, Stéphane, tu as ta réponse? Oui. Merci. Merci. Ben, merci à toi. Ames CE2, CM2, pardon, Ames CM2. Oui, vas-y, tu peux y aller. Est-ce que vous vous êtes déjà fait rejeter quand vous vouliez faire des compétitions? Ah, c'est une vraie question, ça. Comment Ouais. ça a été quoi l'accueil des gens en face? Alors, dans les compétitions handisport, moi, en fait, j'ai commencé la compétition avec handisport, la fédération handisport, donc je me suis jamais fait rejeter puisque j'étais parmi mes collègues. Au contraire, j'ai été très, très vite accueillie parce que mes résultats étaient assez exceptionnels à mon âge, parce qu'il est assez rare quand même des enfants qui sont nés handicapés, qui commencent du sport de haut niveau tôt. C'est rare. Donc, je faisais partie pendant des années des jeunes, vraiment la plus jeune partout, parce que des fois, le handicap, il arrive quand tu es adulte et quand tu as un accident. Par contre, dans mon quotidien à l'école et autrement, ou dans les compétitions, après, je faisais des compétitions avec des enfants qui n'avaient pas de handicap pour faire plus de compétitions et avoir des bons chronos. J'ai jamais été rejetée parce que j'étais déjà une sportive de haut niveau. Je faisais déjà les Jeux, les championnats du monde. Donc, les gens, même si j'arrivais dernière, ils étaient compatissants avec moi. Au contraire, ils me disaient, il est bon ton temps aujourd'hui ou tu as fait un mauvais départ. Ils m'ont toujours respectée parce que j'avais déjà des médailles. À l'école, je me suis plus sentie exclue par les amis quand ils allaient faire du vélo pendant 10 km et que moi, avec une jambe, je n'étais pas assez rapide. Donc, dès qu'il y avait une activité sportive qui était proposée avec les copains et les copines pour le loisir, ben, voilà, c'est là que je me suis sentie exclue. C'était très dur. J'ai beaucoup pleuré pendant mon adolescence parce que le soir, dans mon lit, j'avais bien conscience que dans l'après-midi, ils étaient allés faire quelque chose auquel ils ne m'avaient pas invitée. Pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, parce que j'étais trop lente, je peux le dire. Voilà, toujours la dernière en patin à roulettes, la dernière en skateboard, la dernière, voilà. Mais par contre, toutes les activités qui n'étaient pas sportives, j'étais invitée. Super, merci beaucoup. Merci pour ta réponse, Ludivine. Très, très honnête, très sincère, très authentique. Montaigu CE2, à vous. Est-ce qu'elle a fait autre chose que de la natation? Ah, est-ce que tu as fait autre chose que de la natation? Ça a été un vrai sujet pour moi. Tu sais, à un bout d'un moment, tu en as marre des allers-retours toute seule dans ta piscine, à me raconter ma vie à moi toute seule, faut se le dire, parce que 33 km par semaine, autant dire que je me suis raconté ma vie. C'était long. J'ai réfléchi à faire autre chose. Alors moi, je fais plein d'autres sports à petite quantité. Je fais du ski. Je skie avec ma prothèse, avec mes enfants. Je skie depuis toujours, depuis j'ai 6 ans. J'aime bien le tennis de table, mais on va être honnête, je ne pourrais jamais prendre autant de plaisir que dans l'eau où je n'ai pas de prothèse. Voilà, je suis un peu limitée. Je suis très, très nulle parce qu'on m'a beaucoup mis dans le gardien de but, on va se le dire, on m'a beaucoup mis dans le but puisqu'il ne fallait pas courir. En fait, j'ai peur du ballon, pas me tirer trop dans la tête. Donc, en fait, je fuyais le ballon. Donc, non, ce n'était pas une bonne idée. Alors je ne suis pas pour le sport, au contraire. Donc, je fais un peu de basket avec mes enfants, je lance le ballon. Mais je ne suis pas une grande sportive, mais j'ai réfléchi. En fait, franchement, il n'y a pas d'autre sport qui me convient à part la natation. Voilà, tennis de table, je me défends, c'est tout. Ok. Je prends une question par écrit parce que je le trouve très chouette. Quels aliments tu manges avant une compétition? Ah ouais, c'est super important. Ouais. Super important, l'alimentation. Alors déjà, je vais vous dire ce qui est interdit de manger. Le croissant, la chocolatine, le pain au chocolat, c'est formellement interdit. C'est trop gras et dans l'eau, on a tendance à avoir des brûlures d'estomac quand on force trop. Alors, je vous promets que le gras, c'est très incompatible avec l'estomac, donc jamais de croissant. Ça vous fait rire, mais quand on est à l'hôtel, qu'on est en compétition et qu'ils sont trop gros croissants, ils sont devant toi, ça c'est forbidden, interdit. En revanche, ce que tu manges, tu manges équilibré.
Tu manges forcément une quantité de viande, même si on va te dire, bah non, c'est pas bon la viande tout le temps, mais que ça génère des protéines et ça génère une bonne musculature. Donc, c'est une alimentation équilibrée. Il y a toujours de tout, il y a toujours des féculents. Et la veille d'une compétition, tu manges forcément des féculents. Et alors, le jour de la compète, moi, j'avais quelques habitudes. Pour être bien en forme, parce que moi, je suis une sprinteuse, je fais des 50 mètres. Il fallait être vraiment en forme, il fallait être réveillé, il fallait avoir un bon rythme cardiaque sur le plot. C'était un petit café le matin, une petite pastille de vitamine C, pas très dopant, les amis, hein, une pastille de vitamine C qui aide à mieux digérer ce qu'on vient de manger et à le transformer en énergie. Un petit sucre, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de fringales. Et puis des fruits secs dans la matinée. Voilà, ça, c'était ma recette clé. J'avais toujours ça dans mon sac. Il ne faut jamais avoir faim. Et surtout qu'avant une grande compétition, avant l'épreuve, il ne faut jamais qu'il manque quelque chose dans sa tête. C'est stressant. Si tu te dis que je n'ai pas eu le temps de faire pipi, même si tu n'as pas envie de faire pipi, tu as envie de faire pipi. Si tu te dis que tu n'as rien à manger, même si tu n'en as pas besoin, tu te mets à avoir faim. Voilà, donc il faut tout avoir dans ses poches, multi-poches, 2 bonnets, 2 paires de lunettes, un petit sucre, voilà, et c'est comme ça que ça marche. Merci Ludivine. Alors, le CO2 Paul Langevin, je vous ai vu, vous inquiétez pas, j'attendais juste que vous arriviez à activer votre micro. C'est les sirènes d'Alexandrie dans la classe Paul Langevin. On vous écoute. Ah non, il faut que tu te rapproches, mon chat, j'entends pas. Bonjour, je m'appelle Eva. Salut Eva. Pourquoi les Jeux paralympiques ne se déroulent pas en même temps que les Jeux olympiques? Excellente question. Pourquoi les Jeux paralympiques ne se déroulent-ils pas en même temps que les Jeux olympiques? Alors ça, c'est la plus belle question qu'on peut me poser. Et je te remercie, Eva. Donc, au fait, effectivement, moi, j'aimerais bien un jour, tu vois, j'ai 40 ans, un peu plus, j'aimerais bien qu'avant mes 100 ans, je vois les Jeux olympiques et paralympiques en même temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'on ne parlerait pas des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, tu mets Teddy Riner à côté d'une athlète paralympique, Sandrine Martinet, qui est championne paralympique de parajudo, personne ne la connaît. Donc, si tu mélanges aujourd'hui les deux compétitions, les journalistes, ils s'intéresseront qu'aux médaillés olympiques. Ça, c'est important. Et puis, si tu mets, donc il y a 10 500 athlètes aux Jeux olympiques, 4 400 aux Jeux paralympiques, tu les mets ensemble, il faut tout multiplier par 2 piscines, 2 stades de basket, trop compliqué, trop de dimensions, c'est carrément une ville multipliée par 2 de ce qui existe aujourd'hui dans le village paralympique et olympique. Par contre, donc c'est après, les Jeux paralympiques, c'est après, il y a 17 jours qui les séparent. On ne veut pas être avant, parce que si on est avant, ils vont dire « Oh, mais c'est pas fini, c'est pas grave, c'est que les Jeux paralympiques. Oh, on finira de peindre pour les Jeux olympiques. » Donc ça, on ne peut pas être avant. C'est mieux après. En plus, les journalistes, ils ont pris leurs repères, ils sont tous là. Et puis surtout, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, les Jeux olympiques, ils le réparent pendant la période. Et on arrive aux Jeux para, c'est nickel, tout fonctionne. Et on a 17 jours après, parce qu'en fait, il y a les athlètes, ils doivent arriver avant au village. Ils ne peuvent pas arriver la veille de la compétition. Ils doivent tester les lieux sportifs. Donc, on n'a que 3 jours pour nettoyer le village entre les athlètes olympiques qui partent et les athlètes paralympiques qui arrivent. Donc voilà, on est 3 jours minimum, c'est ce qu'il nous faut pour nettoyer le village, changer les anneaux olympiques par les agitos et repréparer tout ça pour les athlètes. Donc 17 jours entre les deux. Excellent, merci Ludivine. La classe Chrono Florine, je vous vois, je vais vous donner la parole dans un instant. Descendez des tables. Je vous ai vu. Je vais juste d'abord donner, je me prends dans l'ordre en fait. CE2, CM1, CM2, ressons le quelque chose, parce que Zoom me coupe votre nom. À vous. Et après, ce sera Brunet 2, préparez-vous, et après, ce sera Renaud Florine. Voilà. Allez-y, CE2, CM1, CM2, ressons. Il faut ouvrir votre micro. Bon. En attendant que vous trouviez la partie micro, c'est de CM1, du coup, je donne la parole à Brunet 2. Mais bougez pas, je vous la donne juste après. Brunet 2, coucou. Il faut que tu ouvres le micro. C'est bon, j'ai ouvert. Ah, alors, bon, bah, c'est Brunet 2, Renaud Florine, vous êtes trop au taquet. On va vous inscrire au jeu. Désolé. Non, pas de souci, juste après Brunet 2, c'est à vous. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam. Oh, salut Adam, on t'écoute. Quelle est la compétition la plus importante dans ta carrière? Alors pour moi, la compétition qui était la plus importante, merci Adam pour cette question, ça restera les Jeux d'Athènes. Je pars d'Athènes en 2004 parce que je fais ma dernière compétition, j'en avais marre, j'avais mal à l'épaule, j'en avais marre de nager tous les jours. Donc je fais ma dernière course, dernière épreuve, dernier vendredi, après c'était cérémonie de clôture, et je fais ma médaille d'or.
Et ça, alors un temps, je vais te dire toute ma vie que en fait, j'aurais rêvé de faire 35 secondes 99 aux 50 mètres. Je fais 36,02. Mon entraîneur dira toute ta vie, tu l'avais sous le coude, le 35,99, tu as dû penser à autre chose, tu as fait 36,02. Mais du coup, c'était le plus beau moment de ma vie. Parce que, je fais la médaille d'or. Et après, c'était la dernière épreuve de ma carrière. Je voulais arrêter, j'en avais marre. J'étais sereine sur le fait que j'arrête. Et puis, alors là, tu es sur le podium. Tu entends la Marseillaise. Tu as l'impression que la planète entière te regarde, que tout le monde est tourné vers toi. Et puis là, c'est l'accomplissement de toute une carrière. Et je vous promets, les enfants, il y a des fois des moments où on est triste, on a de la peine, on a mal au cœur tellement c'est triste et c'est dur. Mais alors ça, c'est le plus beau moment où ton cœur, il est plein, plein, plein de bonheur. Tu as l'impression que tu vas exploser ton cœur tellement il est plein, plein de bonheur. Bon, ça répond aussi à la question de Madame Steiner du CM Sparrow, quel a été ton moment préféré dans ta carrière, ça répond à ça. Petite information, je prends les questions dont je sais qu'il n'y a que Ludivine vraiment qui peut vous répondre. Toutes les infos que vous pouvez trouver sur Internet, genre le nombre de médailles qu'elle a eu, le nom de son entraîneur, je vous laisse chercher ça sur Internet en faisant attention aux fake news et en vérifiant bien les sources. Renaud, Florine, c'est à vous. C'est maintenant. Hello. Bonjour. Bon, vous avez répondu en partie à la question. En fait, il voulait vous demander quel était votre meilleur souvenir aux Jeux Olympiques, mais on en a une autre aussi. Ah, on écoute l'autre alors. Est-ce que tu regrettes? Salut. Bonjour. Est-ce que des fois vous regrettez d'avoir un handicap? Elle est belle ta question. Alors, ce qui est génial, c'est que finalement, comme les bras, ça ne repousse pas, je rigole, et je ne me suis jamais posé cette question. Parce que je n'ai pas le choix, tu vois, il n'y a pas de solution pour faire repousser un bras ou une jambe. Donc, je n'ai jamais posé cette question. Après, je n'irai pas. Tu vois, Théo Curin, c'est un autre athlète. Je vais couper les sons. Excuse-moi, attends, Ludivine, reprends ta réponse parce que pensez bien à garder vos micros fermés, les classes, s'il vous plaît. Et promis, on vous donne la parole dès que possible. Vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Alors, du coup, je disais, donc moi, je ne me suis jamais dit, j'ai jamais de regret d'avoir de handicap puisque j'ai jamais eu le choix. Et puis, comme c'est pas possible, j'ai pas de baguette magique et Mimi Mati des Anges Gardiens, elle n'existe pas. Donc, forcément, je suis sûre que je ne vais pas pouvoir récupérer mon bras et ma jambe. Par contre, il y en a plein d'athlètes paralympiques, des fois, qui disent, moi, je regrette même pas. Au contraire, je pense que j'aurais jamais eu une vie aussi belle que celle d'athlète de haut niveau grâce à mon handicap. Moi, alors, si vraiment il y avait Mimi Mati, je reprendrais bien une vie normale, en fait. J'aurais peut-être été athlète de haut niveau quand même. Je pense que j'aurais fait de l'équitation, je pense. J'aime bien les chevaux. Voilà. Ou j'aurais peut-être fait du ski. Mais ouais, j'aurais bien changé. Mais je le dis aujourd'hui parce que je vieillis et puis que c'est plus dur dans la vie des fois quand on vieillit parce qu'on a mal au dos et on a d'autres douleurs qui se réveillent pour le handicap. Alors, je le dis aujourd'hui, mais peut-être que je ne l'aurais pas dit à 20 ans. Voilà, je pense que ma médaille d'or autour du cou, après Athènes à 24 ans, j'aurais peut-être pas dit je vais bien changer de vie contre une vie normale. Voilà. Mais aujourd'hui, je le dirais. Ouais. Je dis, je veux bien. Merci Ludivine. On va donner la parole pour le moment à une dernière classe parce qu'il est déjà moins le quart, ça file à une vitesse dingue et qu'on voudrait quand même vous faire découvrir des sports paralympiques qui sont inattendus et que vous connaissez certainement pas. On va donner la parole. Ludivine, tu penses qu'on pourra te ressolliciter pour répondre rapidement aux questions qui n'auront pas été répondues et sur lesquelles tu es la seule à avoir la réponse sur ton propre parcours? Alors oui, Déborah, si tu enregistres nos conversations, comme ça on va le faire en direct, parce que prendre un papier, un crayon, voilà, ça va prendre trop de temps, mais pas de problème. Alors merci beaucoup pour ça, Ludivine. On vous fera une petite vidéo complémentaire où on prendra vos questions qui n'auront pas été répondues et on essaiera d'y répondre en mars. La classe de Gaël Dauphin, parce que vous êtes collés à la caméra. Et puis ensuite, je redonnerai la parole tout à la fin, vous inquiétez pas. Allez-y, la classe de Gaël Dauphin. Bonjour. Quelle force vous avez tiré de votre handicap? Quel quoi? J'ai bien entendu la question. Alors, pour moi, il y a deux forces très importantes. Quelle force vous avez tiré de votre handicap? D'accord. La première, c'est que je prépare tout. C'est-à-dire que comme je ne cours pas, c'est vraiment mon réflexe, c'est de dire à tout le monde, je ne cours pas sur un quai de gare. C'est-à-dire que s'il y a un train qui part en 3 minutes, moi, je ne fais pas de sprint pour l'avoir. Enfin, quand ils m'ont fait faire un sprint l'autre jour, c'était un peu dur. Mais voilà, donc moi, je prépare tout. Je suis toujours à l'heure, toujours en avance et toujours préparée. Parce que pour le coup, tu vois, si jamais je vais à un endroit et puis qu'il faut 2 mains ou un truc énorme à porter, moi, j'ai préparé, je me suis organisée pour avoir 2 petits sacs. Voilà, je prépare tout. Ça, c'est mon premier talent que j'ai développé vraiment à cause de mon handicap. Puis la natation, ça aide aussi. Tu te prépares pour les Jeux.
Et puis, la deuxième chose, c'est se redresser et repartir. Ça, c'est très important. Tu vois, j'ai parlé un peu de douleur. Des fois, il y a des nouvelles douleurs qui s'installent à cause du handicap. Des fois, c'est simplement à cause de l'entraînement. Des fois, tu échoues en compétition. Des fois, j'ai fait des 4e places. Des fois, j'ai fait des mauvais chronos. Tu vois, Sydney, j'aurais préféré ramener 2 médailles d'or et pas qu'une. Et ben, ce que tu apprends et par le handicap et aussi par le sport de haut niveau, c'est que tu te redresses toujours et tu repars. Parce que le lendemain, il y a une autre épreuve. Dans la nuit, il faut te préparer, il faut te relever. Et puis, il faut toujours avancer dans la vie. Tu vois, aujourd'hui, j'ai du mal à marcher parce que mon travail, il y a trop de distance. Et ben maintenant, j'ai accepté d'avoir un petit fauteuil électrique. C'est un petit scooter, il est magnifique. Et j'ai accepté de m'asseoir dedans et de marcher et de rouler avec. Donc, il y a toujours des solutions dans la vie. Il faut les chercher. Et puis, il faut se relever. Et puis, il faut continuer parce que sinon, je vais rater des concerts. Je vais rater des trucs magiques. Je vais rater des tournois de basket avec mes enfants parce que j'ai plus d'énergie de traverser la ville pour y aller. Donc, moi, je trouve toujours des solutions parce qu'il faut continuer à avancer. Et la vie, elle est tellement belle. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir qu'autant se redresser et trouver une solution. Merci Ludivine et merci pour cette question. Alors, c'est moi qui ai baissé vos mains, donc vous inquiétez pas, c'est moi qui ai fait ça. On va juste avancer un petit peu sur les différents sports paralympiques pour en découvrir quelques-uns. Et après, d'ici max 5-10 minutes, on vous redonnera la parole. Alors, je voudrais vous partager sur les recommandations d'ailleurs de Ludivine, la découverte d'un jeu qui s'appelle la boccia. Et je vais vous demander là, pour le coup, dans le chat, de me dire, est-ce que vous connaissez ce jeu avant que Ludivine nous raconte un petit peu l'histoire de la boccia et comment, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un jeu très, très particulier. Oui, il y a même un oui avec 17 i derrière. Non, 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 non. Bon, il y a peu de oui quand même. Non, on connaît pas. Oui. Bon, je suis très contente parce que il y a des deux. Il y a des deux, mais du coup, on va faire découvrir parce qu'il y a pas mal de noms. Donc, trop chouette. Qu'est-ce que c'est que la boccia, Ludivine? Alors déjà, bravo à ceux qui connaissaient la boccia. Respect. Ouais. La boccia, c'est le sport, il y a deux sports qui ne sont pas du tout d'équivalent aux Jeux Olympiques. Donc, c'est un sport de balles, on les voit, ça s'appelle le jack. Ce sont des balles en cuir un peu molles et qui sont molles parce que c'est surtout un sport qui est réservé aux personnes qui ont un handicap important, qui sont en fauteuil roulant, souvent en fauteuil roulant électrique. Souvent, ils n'ont pas la capacité à faire tous les gestes du quotidien. Donc, on prend des balles un peu plus molles en cuir et du coup, ils peuvent l'attraper avec leurs mains pour la lancer. C'est un compromis, un mixte entre la pétanque, sauf que la balle, elle ne rebondit pas. Tu ne peux pas faire des carreaux pour jeter la balle de l'autre. Il faut qu'elles se collent les unes aux autres. Et puis, c'est assez stratégique, un peu comme les échecs, parce que tu places ta première boule, puis la deuxième. Et donc, on le voit, Sonia, en bas à droite de l'image, elle utilise une tige dans sa bouche parce qu'elle ne peut pas bouger ses membres. Et elle a une rampe, un peu comme au bowling. Vous savez, quand on est enfant, on a la chance d'avoir une rampe pour ne pas jeter la balle trop fort, parce qu'elle est trop lourde. Et bien, c'est pareil pour la boccia. Elle pose, son assistant pose la balle sur la rampe et après avec sa bouche et la tige, elle pousse la balle et elle demande à son assistant de l'orienter correctement pour que ça arrive au bon endroit où elle souhaite. Voilà la boccia. Génial. Alors on nous dit, le CM1 Béthencourt nous dit oui, on y a joué l'an dernier au village des athlètes. Géry, Lady nous dit on en a fait pendant la SOP, c'est-à-dire la semaine des Jeux Olympiques et Paralympiques, la semaine olympique et paralympique en découverte. Le CP Prévert nous dit on va faire ce jeu cet après-midi à l'école au cours d'un après-midi de découverte des parasports. L'école Jolibois pratique la boccia. D'autres écoles nous disent on va justement leur faire découvrir la boccia. Et David Noël qui nous dit on l'a pratiqué lundi dernier, vous êtes dans un timing parfait. Et le Estelle CP2 Prévert nous dit on y joue cet après-midi justement dans un atelier de sensibilisation. Et pour finir, le CM2000 Visage fabrique les balles et les rampes de lancement. Donc ça rigole pas, on a de l'expert en face quoi. Ok, la boccia. Maintenant, un autre jeu. Pareil, on va... hop là, oui, ça c'était une vidéo. Le goalball. Qui connaît le goalball? Alors, il y en a qui nous ont direct, quand on a parlé de la boccia, ils nous ont dit, ouais, il y a aussi le goalball. On nous dit, en fait, cet après-midi, on fait du basket fauteuil et du cécifoot. Ok, ça marche. Qui connaît le goalball? Allez-y, dites-nous ça dans le chat. Non, pas connu. Ok. Oui, on l'a fait pendant le Téléthon. Non, 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 non. Ah oui. Ok, il y a des classes qui fabriquent aussi des jeux de boccia. Bon, intéressant. Ok, bon, goalball apparemment moins connu, un peu moins. Un peu moins. Le goalball, c'est, moi j'appelle ça une forme de hand. Hand pour des personnes qui sont déficientes visuelles. Donc là, on a tous nos membres. Par contre, je ne vois pas. Et pour être sûr que tout le monde a le même niveau de handicap au niveau des yeux, ils ont un bandeau. Vous le voyez sur les photos. Ils ont un bandeau sur les yeux. Donc, ils sont tous dans le noir. Et pour trouver facilement le but adverse, eh ben, ils ont mis un but sur toute la largeur du terrain.
Donc ça se joue. Alors là, ils sont plutôt en position assise parce que c'est le plus efficace, mais ils ont tout à fait le droit de se lever. Hein, c'est pas interdit, au contraire. Donc ils font rouler la balle. La balle, elle a un grelot, exactement comme au cécifoot. Donc ils entendent la balle. Et ben l'idée, c'est de marquer dans le but adverse ou d'arrêter la balle. Et ils sont 3 par terrain, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Ok. Ça marque autant de buts, pardon, ça marque autant de buts qu'au hand. Ça marque autant de buts qu'au hand? C'est-à-dire, c'est quoi la moyenne? Moi, je connais pas du tout. 30 à 40. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça joue vite, en fait. Au foot, tu vas avoir un 3-1, 3-0, voilà, max 6 buts. Max. Ouais. Et au goalball, voilà, 30 à 40 points. Ok. Alors ça, c'est 2 sports qui ont été développés spécifiquement. Oui, c'est 2 sports qui ont été développés spécifiquement pour des athlètes en situation de handicap. Et puis souvent, on dit que le rugby fauteuil, ça n'a rien à voir avec le rugby, c'est aussi un sport spécifique parce qu'en fait, tu peux faire des passes arrière. On a appelé ça rugby parce que les fauteuils, ils se rentrent dedans. Mais pour le coup, il n'y a pas de… Donc, tu peux faire… Le ballon est rond, vous voyez à l'image. Donc, ça aussi, c'est vraiment différent. Il n'y a pas de mêlée. Et puis, tu peux faire des passes arrière comme avant. Donc, l'idée du rugby fauteuil, c'est que tu passes la ligne adverse avec 2 de tes roues. Donc, tu peux passer sur le côté, juste l'avant, juste l'arrière pour marquer un essai. Mais il n'y a pas de lancer. Et c'est vraiment, il faut que tu accompagnes le ballon avec ton fauteuil jusqu'à la ligne. Voilà, c'est hyper physique comme sport. Là, je regardais en cherchant les images à partager, je suis tombée là-dessus. Fauteuil offensif, fauteuil défensif, c'est vraiment du contact, quoi. Ouais, et tu as celui qui attaque, celui qui défend. Vous voyez, la forme du fauteuil, elle est différente à l'avant. Et puis en plus, les roues, elles sont très inclinées. On appelle ça le carrossage. Plus tu inclines les roues d'un fauteuil les unes vers les autres, et plus tu tournes court. Plus tes roues sont droites, j'en ai appris des choses dans mon métier. Plus tes roues sont droites, et plus tu vas mettre du temps pour tourner, et plus tu les inclines, et plus tu tournes facilement sur place. Ok. Les Jeux, les Deaflympics spécifiquement, tu peux nous expliquer la particularité? Alors, le mot deaf, ça veut dire sourd en anglais. Et du coup, les personnes qui sont malentendantes et sourdes, ça, c'est l'histoire du sport qui fait qu'elles ne sont pas avec nous aux Jeux paralympiques, elles n'ont pas voulu. Quand ils ont créé le comité international paralympique, les sourds ont refusé de participer. Eux, ils avaient déjà leurs Jeux, qui les Jeux auront 100 ans en 2024, parce qu'ils ont été créés, les Deaflympiques ont été créés en 1924. Donc, eux, c'est antérieur à l'histoire des Jeux paralympiques. Donc, ils ont leur propre compétition, Deaflympique, tous les 4 ans. C'était en mai 2022, les derniers. Moi, j'ai beaucoup suivi les nageuses, forcément, que je commente régulièrement quand je fais des compétitions avec elles. Et voilà, donc ils ont leur propre compétition. Mais alors justement, parce qu'on a parlé de plein de sports, mais on n'a pas parlé de natation, en fait, pour le moment. Ce serait pas mal d'en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de des particularités de la paranatation? Et on nous demande, toi, quel nage tu nages? Ça fait 2 fois nage. Alors, ma discipline favorite en paranatation, c'est le 50 mètres papillon. 50 mètres nage libre, ça veut dire crawl, mais c'est le crawl qui est le plus rapide pour moi. Donc, je fais du crawl en nage libre. Et puis, je faisais aussi sans dos et sans nage libre. J'étais nulle au 204 nage parce que je ne fais pas de brasse. Je suis une catastrophe en brasse. Et du coup, je finis toujours 4e. La particularité de la paranatation, déjà, la première particularité, c'est quand on dit nage libre, il y a beaucoup de nageurs qui vont plus vite en dos. Donc, nous, vraiment, la nage libre, elle prend tout son sens. Il y a des gens qui font du dos, de la brasse. On fait vraiment un peu tout et n'importe quoi. J'exagère. La seule règle qu'on n'a pas le droit de faire en nage libre, c'est de toucher le fond. On a le droit aussi de se faire aider par quelqu'un qui nous tient au plot. Ça aussi, du moment qu'il ne nous pousse pas, on a le droit de se faire aider. On a le droit d'avoir aussi une sangle. Si on n'arrive pas à se tenir correctement au plot pour partir en dos, on a le droit d'avoir une sangle. Ça évite d'accrocher les mains au plot. On a le droit, pour les personnes qui sont aveugles, d'avoir une canne à pêche avec une balle de tennis au bout. Et on a l'entraîneur, il touche la tête du nageur à 3 mètres de l'arrivée. Comme ça, il sait qu'il fait 1, 2, 3 mouvements. Soit il touche le mur puisque c'est la fin, soit il fait la culbute et il repart. Voilà, c'est vraiment les particularités de la natation. Sinon, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que tu dois forcément sortir aux 15 mètres. Tu n'as pas le droit de faire une coulée trop longue. Après, c'est les mêmes règles. Merci. Alors, on va, pardon, vous pourrez retrouver, je vous repartage l'écran, des fiches qui sont éditées par Paris 2024, par le comité, justement pour comprendre comment se pratiquent certains sports paralympiques. Vous retrouverez dans ces fiches les pratiques, les règlements, les classifications, le matériel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a un autre truc qui est vachement bien. Alors, c'est très sympa parce qu'ils vous mettent les médaillés aussi français au dernier JO et puis JO. Et puis JOP, pardon, et au dernier jeu.
et quelques autres athlètes internationaux. Donc, ça fait de la culture générale, c'est chouette. Et puis, vous avez vraiment tout le détail, également des associations auprès desquelles vous pouvez découvrir ces sports. Donc, on vous encourage à ne pas hésiter à aller chercher ces contenus. Et je pense que, sans trop m'avancer, vous devriez les retrouver sur la bibliothèque OneNEO aussi. Margot, tu nous reconfirmeras ça. On arrive presque au terme. Il nous reste 5 minutes. Autant vous dire qu'on a couvert 10% de tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On va vous redonner la parole. Du coup, le CM Vauchassis, allez-y, on vous écoute. Et après, ce sera CE2, CM1, CM2 Resson qui lève la main depuis tout à l'heure. CM Vauchassis, allez-y. As-tu peur C'est là. Parce que là-bas, il te voit pas. As-tu eu peur la première fois que tu es rentrée dans la piscine? Alors, dans la piscine d'entraînement, non. Dans la piscine de petite compétition, non plus. Et après, c'est quand tu montes sur ton plot et plus la compétition est importante et plus, ouais, j'avais peur. Mais après, j'ai appris à gérer mon stress pour faire les médailles. Merci Ludivine. CE2, CM1, CM2 Resson, le quelque chose. Et ensuite, ce sera le CM1, CM2 Vignoles. Préparez-vous. Allez-y, on vous écoute, CM1, CM2 et toutes les classes de Resson. Je crois que vous n'avez pas de micro, les enfants, en fait, parce que déjà, la dernière fois, tout à l'heure, vous avez voulu vous connecter, ça n'a pas marché. Vous avez un pépin de micro. Je vous laisse gérer le truc et on donne la parole au CM1, CM2 Vignoles. Après, ce sera la classe de l'Éménil. Avez-vous un athlète ou une athlète que vous admirez? Ah, toi, tu t'es lancé. Tu as bien fait. Aussi, des fois, il faut se lancer. Est-ce qu'il y a un athlète ou une athlète que tu admires? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé. Alors, aujourd'hui, je nage plus. Donc, j'ai beaucoup d'athlètes que j'admire, beaucoup, énormément. Forcément, c'est plus des nageurs parce que je connais la quantité de travail qu'il faut. Donc, moi, aujourd'hui, j'admire Charlotte Bonnet en natation olympique. J'admire aussi Florent Manodou parce qu'il est revenu des années d'arrêt. Voilà, forcément, je préfère les Français. Mais après, j'ai un respect infini et maintenant, je prends autant de plaisir à les voir gagner eux que moi. J'adore Marcus Rem qui fait du saut en longueur en para-athlétisme, qui saute super loin. J'adore Nantena Keita, qui est une personne albinos, qui au-delà de sa médaille d'or à Rio, et ben, en plus, elle défend le droit des personnes qui ne voient pas. Enfin, voilà, j'aime tous les athlètes, en fait. Je vais être honnête, j'aime tous les athlètes. Très bien, c'est le bon message. Hein, CM1, CM2 Vignoles, à vous. Et après, ce sera la classe de l'Éménil. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Ah, c'est mignon. Oui, bah oui, forcément. Je suis fière de mon parcours, en plus dans une période où le paralympisme n'était pas connu. Alors du coup, on avait vraiment très peu de moyens, il faut se le dire. Hein. On n'a jamais eu de préparateur physique, on n'a jamais eu de préparateur mental. J'ai jamais eu de nutrition, d'accompagnement sur la nutrition. J'ai jamais eu d'accompagnement sur la préparation mentale. Voilà, donc j'ai fait tout ça avec les moyens du bord, toute seule, en démarrant, tu vois, à 11 ans, mes 13 ans, je faisais mes premiers championnats d'Europe. Il y a des moments où on n'avait tellement pas d'argent qu'on dormait à l'aéroport. Enfin voilà, il y a eu des moments assez cocasses, mais on était une équipe très soudée, on s'entendait très bien. Et aujourd'hui, c'est mes amis. Ils étaient tous à mon mariage. Voilà. Donc, fière de ce qu'on a fait ensemble. Et puis, fière d'avoir tenu 12 ans. Et fière d'avoir fait la dernière médaille d'or après 12 ans. Et fière aussi d'avoir jamais abandonné, même quand c'était dur. Quand on pleure dans sa lunette, je te promets que ça marche. Voilà. Donc, fière d'avoir jamais lâché. Même quand, tu vois, mes parents me disaient, voilà, tu as une mauvaise note en maths, j'étais nulle en maths. Tu as une mauvaise note en maths, tu ne peux pas l'entraînement demain, il faut que tu révises. Et mon entraîneur, il disait, je t'ai pas vu l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, des compromis à faire tous les jours. Parce que mes parents, ils savaient bien que j'allais jamais pouvoir en vivre du sport. Hein, j'allais jamais avoir des sous et vivre, il fallait que j'ai un métier. Et ils étaient inquiets pour moi, hein, forcément, j'ai un handicap. Pas faire tous les métiers. Donc, ouais, fière de tout ça et puis fière aujourd'hui de travailler au comité et de contribuer à cet événement qui va être magique. Et grâce à vous, les enfants qui connaissaient tous les sports paralympiques, on va aider à changer le regard sur le handicap parce qu'on n'est pas que des boulets, hein, on est aussi des gens bien qui savent faire. Magnifique. Merci Ludivine. On prend la dernière question de la classe de l'Éménil et après il sera 10h, on devra vous lâcher. Pour ceux qui partent, ouais, je vous vois, CM1, CM2 de Grempiac et tout, je vous vois tous, mais malheureusement, écrivez-nous dans le chat et on va essayer de faire cette vidéo avec Ludivine. Mais je vous ai tous vus, on vous a tous vus. Classe de l'Éménil, on vous écoute. Oh, ça me brise le cœur. Nous aussi. Vas-y, classe de l'Éménil. La natation n'aurait pas existé, quel sport auriez-vous choisi? Ah, elle a déjà répondu à ça tout à l'heure, quels autres sports t'aurais fait. Alors du coup, on prend, pardon, classe de l'Éménil, du coup, je vous laisserai voir le replay, il y répond tout à l'heure, CM1, CM2 de Grempiac, allez-y.
Pardon, jeune fille, ne t'inquiète pas, hein. Tu as eu le droit de ne pas entendre, on ne peut pas être concentré tout le temps. Vas-y, CM1, CM2 de Gréppiac, vas-y. Bonjour, je m'appelle Elisa. C'était pour demander à Ludivine si elle a déjà eu des critiques sur son handicap ou des regards méchants dans la rue. Alors, bravo, la question est très belle. Alors, plutôt des regards de... Bon, on va finir là-dessus, c'est une très belle conclusion. Merci, Elsa. Plutôt des regards de... C'est pas de méchanceté. Je n'ai pas le sentiment que les gens étaient méchants avec moi et dit des méchancetés sur mon handicap. C'est plutôt des regards de curiosité et d'incompréhension ou des fois d'empathie. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont croisée dans la rue et qui avaient de la peine pour moi. Parce que du coup, j'ai une prothèse, j'ai ci, j'ai ça. Après, ils ne me connaissent pas, je suis une très grande rigolote, mais voilà. Donc, plutôt des regards de curiosité et de compassion. Et je trouve quand même que les gens, globalement, ne sont pas méchants. Après, il y a des gens qui ne m'aimaient pas, mais moi, je n'aimais pas tout le monde à l'école. Hein. Pareil, j'imagine que peut-être pas tous tes camarades. Alors, les gens qui ne m'aimaient pas, ils disaient que c'était à cause de mon handicap. C'était un peu facile, quoi. Voilà. Ou parce que, tu vois, que je me la pétais avec mon sport de haut niveau. Alors, franchement, ce n'était pas mon cas, mais voilà. Mais ils ne m'aimaient pas, mais moi, il y avait des gens que je n'aimais pas. Voilà. Mais non, pas de gens méchants, plutôt des gens curieux. Et je trouve quand même les gens sont gentils aujourd'hui. Bon, les gens, ils me laissent m'asseoir dans le métro, je demande gentiment, tout le monde me laisse m'asseoir. On m'a toujours apporté, si j'ai une valise, je suis jamais en galère, il y a toujours quelqu'un qui vient m'aider et je remercie toujours les gens gentiment. Voilà, je me sens pas en galère, vraiment. Pardon, j'étais en train de répondre à la jeune fille à qui j'ai dit de revoir le replay. Je m'excuse encore une fois d'avoir fait ça, c'est juste que comme on manque de temps, je voulais pouvoir donner la parole au moins à une dernière classe. Ludivine, merci 1000 fois de ta présence. Est-ce que tu veux leur dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, je suis fière. Continuez les enfants à regarder les Jeux paralympiques. N'hésitez pas à chercher et puis j'espère vous voir autour d'un stade à 2024 autour des Jeux paralympiques. Voilà, on espère être là aussi. On vous donne rendez-vous le 11 mai pour 3 Conf Kids sur toute la journée sur le harcèlement. Ouvrez donc le 11 mai, vous allez sur le site One Neo et puis ou sur le site confkids.fr, vous retrouverez les informations. C'est une Conf Kids importante. Le harcèlement touche aujourd'hui un enfant sur 10 en France, donc n'hésitez pas à venir avec vos classes. On se dit au revoir en ouvrant les micros et comme d'habitude, on se dit un grand au revoir très bruyant, très dur avec les bras.